Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. On est assez éblouis, je dois dire. C'est peut-être pour ça que les intervenants de la table ronde n'ont pas consommé l'eau dans les petites bouteilles et que nous allons le faire à leur place. Alors, je suis Éric Langereau et j'anime pour vous cette table ronde. Je ne t'en veux pas, Arlette, de nous avoir piqué un petit quart d'heure pour la table ronde précédente. Si vous voulez, nous allons passer, après les archives orales, aux choses sérieuses, les sources orales. Vous aurez remarqué que je ne parle pas d'archives orales, mais de sources orales. C'est à dessein, et les intervenants de cette plus petite table ronde en parleront avec moi certainement. Alors, à titre personnel, j'imagine que ce n'est pas parce que je dirige un établissement public en Normandie que j'étais invité pour animer cette table ronde, mais parce que dans les années 90, au début des années 90, je me suis retrouvé avec le comité d'histoire du ministère de la Culture à travailler sur ce sujet, l'enseignement de l'architecture, l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Et je dois vous dire qu'à cette époque, j'étais seul. Mais seul, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et lorsque Anne-Marie Châtelet m'a sollicité pour que je me fasse modestement l'entremetteur entre elle-même et Geneviève Gentil au comité d'histoire, je me suis dit, quel beau projet! Enfin, un relais. Enfin, je ne serai plus seul à travailler sur ce sujet de l'enseignement de l'architecture, que j'ai quitté depuis. Mais néanmoins, à l'époque, au début des années 90, peu de personnes s'intéressaient à ce sujet. Alors, 3 petites dates pour illustrer mon propos et pour introduire ce sujet délicat des sources orales, surtout quand ces sources orales deviennent des archives orales. Alors, première date, pour ce qui me concerne, c'est la date de 1993. C'était le colloque Les Journées d'études sur Jacques Duhamel, dont vous savez qu'il était un ministre de la Culture ou un ministre des Affaires culturelles, dont on garde un très grand souvenir. Eh bien, j'avais été invité comme jeune étudiant, je crois, en maîtrise, à parler de l'enseignement de l'architecture. Et c'est la première fois que je me suis retrouvé dans un espace un peu particulier, qui est celui qui associe le témoin et l'historien. Je peux vous dire que lorsque vous travaillez sur ce sujet avec un certain nombre de personnalités de l'enseignement de l'architecture ou de la fonction publique chargée de l'enseignement de l'architecture, comme Christian Patine, comme Jean Ginger, comme Michel Deniol, eh bien, vous avez intérêt à savoir où vous mettez les pieds. Et c'est toujours le cas avec les sources orales et avec les entretiens. Deuxième date, pour ce qui me concerne, l'année 96, Marie-Vonne de Saint-Pulgent en parlait en introduction de cette journée, c'est au lendemain du transfert de la direction de l'architecture et de l'enseignement de l'architecture du ministère de l'Équipement au ministère de la Culture. Certains d'entre vous s'en souviennent, il y avait des polémiques, il y avait des grèves, il y avait des mécontentements de tous côtés. Et c'est à ce moment-là que le comité d'histoire, singulièrement Augustin Girard, auquel il faut rendre hommage et auquel je rends hommage, je lui dois beaucoup, et évidemment Geneviève Gentil, m'ont sollicité pour travailler sur ce sujet de manière officielle, avec des études successives et avec la nécessité pour moi de me confronter à ce champ d'action universitaire, scientifique, qui relève de la discipline historique et qui concerne cette histoire du temps proche de nous, cette histoire récente. Et troisième date, la date de 99, c'était pour moi un moment assez particulier, puisque au contact permanent du comité d'histoire, j'avais à soutenir ma thèse de doctorat à la Cité internationale universitaire de Paris, avec évidemment tous les enseignements de Florence Descamps qui est à mes côtés, mais aussi dans mon jury Raymond de Moulin, mais aussi Daniel Wollmann, avec non pas une pression, mais un environnement très particulier, un climat du point de vue méthodologique d'utilisation des sources orales à l'intérieur d'un travail historique. Ces 3 dates pour vous dire que la question des sources orales fait appel souvent et de plus en plus à des savoir-faire, à des compétences, à des enseignements. Et je peux moi-même témoigner de ce que, avec le comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, eh bien, cet enseignement, cette expérience qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, est très nécessaire lorsqu'un un chantier comme celui-ci
débute. Je veux dire par là que lorsque l'historien dialogue avec le témoin, qu'il construit sa propre source, eh bien, s'il n'y a pas une institution, s'il n'y a pas un savoir-faire institutionnel qui se situe à l'environnement immédiat de cette relation particulière, eh bien, je crois que la constitution d'un fonds d'archives orales n'est pas possible. Lorsque, par exemple, le directeur de l'école d'architecture de Nantes m'a demandé de collaborer ou de participer à un ouvrage sur l'école d'architecture de Nantes, je l'ai refusé pour cette raison. Lorsque le directeur de l'école de Marne-la-Vallée m'a demandé la même chose, je l'ai refusé pour cette raison. C'est très difficile pour un historien de travailler avec des témoins lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors, je voulais dire un tout petit mot en passant et rendre hommage à une personne qui vient de nous quitter, qui s'appelait Jean-Paul Martin, et qui est un personnage pivot. Il se trouve qu'en plus c'était mon voisin. Et Jean-Paul Martin a été sollicité par Antoine Bernard, le directeur de cabinet d'André Malraux, et il s'est trouvé à un moment très particulier, à la charnière du retournement de la section architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts dont parlait ce matin Anne-Marie Châtelet. Il était un personnage très discret, il ne voulait pas beaucoup parler de cette histoire, mais avec le comité d'histoire, nous l'avions invité lors d'une séance sur André Malraux et l'architecture, et il avait pu, là, une fois de plus, livrer un témoignage très très précieux. Et puis, dernier point, simplement pour vous dire que ce dont parlait Marie-Vonne de Saint-Pulgent en introduction de cette journée, c'est un chantier que je mène avec le comité d'histoire depuis longtemps, qui devrait, j'espère, pouvoir émerger dans quelques mois, probablement lorsque nous fêterons l'anniversaire de la loi de 77 l'année prochaine, sur les directeurs de l'architecture successifs qui se sont succédés donc à la tête de l'enseignement de l'architecture dans les différents ministères. C'est un chantier d'archives orales également très intéressant, et j'espère que l'ouvrage le sera également. Alors, je vais vous passer la parole à vous, Françoise, en première. Je ne vous avais pas prévenu, maintenant que vous le savez. Et vous avez travaillé, et vous travaillez encore probablement à l'Institut français d'éducation. Et j'aimerais que vous puissiez nous parler de ces chantiers de recherche que vous avez menés de manière large sur les questions d'éducation. Et puis après, nous focaliserons avec Florence Descamps et puis Jean-Louis Violot. Je vous passe le micro. Eh bien, merci de votre accueil et merci à Madame Auduc de s'être souvenue qu'elle avait été un temps elle-même à l'éducation avant de se consacrer au patrimoine et à la culture. La présentation de la recherche qui a été initiée en 1991 par Madame Franck et que nous avons menée avec elle au service d'histoire de l'éducation qui était rattaché à l'INRP sur les politiques éducatives et sur la prise de décision dans l'éducation nationale depuis 1945. Cette recherche a porté sur les sources orales. Et au départ, elle s'organisait sur 4 principales analyses. La dernière est un petit peu inutile pour ce qui est votre propre recherche. Mais bon, il s'agissait d'abord de savoir pour quelles raisons Madame Franck voulait s'intéresser à ces archives orales pour la prise de décision. Ensuite, essayer de comprendre la méthode qu'elle a mise au point. Elle n'était pas pionnière elle-même seule dans cette collecte des sources orales, puisque déjà des enquêtes avaient été menées au ministère de la Défense. Et enfin, Madame Descamps vient et en 2001 nous fournit la théorisation et une méthodologie beaucoup plus affinée, critique de ce que nous faisions un petit peu comme Monsieur Jourdain, sans trop avoir, en ayant beaucoup réfléchi, mais sans avoir théorisé, comme elle l'a fait superbement, sur justement la démarche de l'historien et de son magnétophone. Voilà, donc le troisième point que je voudrais évoquer, c'est évidemment l'apport original de ces heures d'entretien qui ont été collectées sur la prise de décision, bien sûr, dans les politiques éducatives, mais plus largement, comme j'y ai été invitée, sur
sur l'histoire de l'enseignement, sur l'histoire de l'éducation en France. Voilà. Dans un premier temps, donc, l'objectif qui était poursuivi était triple. Il y avait un objectif, bien sûr, mémoriel. Il s'agissait de collecter et d'archiver la mémoire des responsables. Donc c'est une histoire par en haut qui était entreprise, puisqu'il s'agissait de recueillir la mémoire des ministres quand ils étaient joignables, et nous en avons joint quelques-uns. Ensuite, les membres de son cabinet, donc eux-mêmes d'origine sociologique et d'origine professionnelle différente, puisque les cabinets sont formés de hauts fonctionnaires, mais parfois aussi simplement de politiques et aussi, en tout cas il faut le souhaiter, de techniciens du domaine considéré. Donc nous avons pour chaque ministère, constituer des listes de ces membres de cabinet, dont certains d'ailleurs sont occultes, ne figurent pas au journal officiel, mais que nous avons récupérés par justement les témoignages de ceux qui y figuraient, par des on-dit, et que nous avons pu ainsi solliciter pour qu'ils témoignent de leur vécu à l'intérieur de ces cabinets. Le deuxième objectif, c'était un objectif bien sûr patrimonial, créer des sources, pas que pour nous, puisque nous étions en quête d'analyser un processus de décision des grandes réformes de l'éducation, mais il est évident que ces archives constituées peuvent être utilisées par bien d'autres chercheurs sur d'autres enquêtes. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'utilité principale de la source qui est en train de se tarir, puisque notre recherche est en voie d'être close faute de moyens. Donc d'autres chercheurs sur d'autres thèmes sollicitent et obtiennent bien sûr la communication de ces archives qui sont pour le moment entreposées dans le sous-sol de la rue d'Ulm, un peu en déshérence, mais nous espérons peut-être avec les archives nationales leur donner à la fois une visibilité plus claire et une accessibilité aussi plus aisée pour l'ensemble des chercheurs que les questions d'éducation, d'enseignement passionnent. Et qui sont évidemment aujourd'hui des enjeux majeurs, hein, non seulement pour l'éducation nationale, mais pour la société française dans son ensemble. Voilà. Donc, le troisième objectif, c'était celui donc de notre recherche particulière, c'est-à-dire exploiter et croiser les entretiens que nous réalisions avec toutes les autres sources préexistantes. C'est un peu ambitieux, bien sûr, mais les sources écrites, les discours, les textes de loi et surtout les débats à l'Assemblée quand ils avaient eu lieu, aux deux assemblées, des débats parfois très très longs. Hein. Par exemple, la loi sur l'enseignement supérieur de janvier 84 de Alain Savary, les débats ont duré des jours et des jours et des jours, et ce sont de vrais débats idéologiques qui ont été menés sur la question de la réorganisation de l'enseignement supérieur à cette date. Donc, la compréhension du processus décisionnel était au départ le but recherché par Madame Franck, mais il est évident que de multiples autres aspects ont pu être découverts, certains pour la petite histoire, certains pour la grande histoire. Par exemple, pour la petite histoire, la manière dont les manifestations contre la loi de Vaquet ont été organisées, à la fois par le ministère de l'Intérieur, Monsieur Pasqua, et par l'Élysée, par exemple. Voilà, donc les manifestants ont été grandement aidés des deux côtés. Voilà. Donc la démarche suivie, c'est évidemment d'élaborer pour chaque ministère les grands thèmes qui ont été traités et les réformes qui ont abouti, mais aussi celles qui n'ont pas abouti, de répertorier les acteurs à l'intérieur du ministère, mais bien sûr aussi les acteurs secondaires, c'est-à-dire les syndicats, c'est-à-dire aussi donc les grands syndicats d'enseignants ou de personnel intéressés par la réforme, par exemple pour certaines réformes de l'enseignement supérieur, les personnels de recherche, mais également les groupes de pression, à savoir les associations de parents d'élèves, les grandes familles idéologiques qui parfois s'expriment sur les contenus des réformes imaginées ou des réformes possibles. On en voit aujourd'hui
les éléments avec la question de l'orthographe, par exemple, hein, qui intéresse tout autant les journalistes, l'Académie française, tout autant que le problème, enfin que les enseignants chargés de la mettre en œuvre éventuellement. Voilà, donc le thème, les thèmes, une fois circonscrits, il nous fallait bien sûr élaborer un questionnaire. Ce questionnaire est global pour ce qui concerne le thème traité, mais il doit être ensuite personnalisé pour chacun des témoins, puisque l'entretien, une fois qu'il a été obtenu par une lettre de requête, la plus sobre, mais aussi la plus convaincante possible, ce témoin, nous devons le connaître un petit peu avant de l'aborder, et il y a donc tout un travail de biographie à refaire pour le cerner, et l'entretien d'ailleurs demande confirmation de ce travail par un récit de sa biographie par lui-même, ce qui permet là aussi d'envisager justement une prosopographie des acteurs, ce qui permet de voir les convergences, mais aussi les antagonismes, les éléments de formation qui expliqueront les prises de décision, ou tout au moins les partis pris, les prises de position dans les grands débats qui ont toujours, en ce qui concerne l'éducation, une dimension idéologique. Donc, une fois que nous avons notre corpus de témoins, en gros, nous n'avons jamais étudié une période, c'est-à-dire un ministère, puisque l'approche chronologique a été évidemment retenue, à moins de 30 ou quelquefois 40, 50 témoins pour un même ministère. Ça donne donc, je dirais, même si c'est de l'histoire par en haut, ça donne donc une variété, une polyphonie qui est intéressante pour cerner ce qui nous intéressait, c'est-à-dire l'origine des réformes et tout le cheminement qu'elles doivent parcourir pour arriver éventuellement à être décidées et ensuite à être appliquées. Voilà, donc la démarche était chronologique, elle a été aussi guidée par l'approche démographique, hein, puisque les témoins de la Libération et de la 4e République, évidemment, ont dû être sollicités le plus vite possible. Et nous avons remarqué que les meilleurs témoins sont évidemment ceux dont la carrière administrative, professionnelle et politique, pour certains, est close. Hein, mais il faut qu'ils ne soient pas en défaut de mémoire. Il faut aussi qu'ils n'aient pas trop écrit ou trop figé leur propre récit. Donc nous dirons que les seconds couteaux sont souvent plus intéressants que les vedettes qui ont souvent déjà tracé pour la postérité ce qu'ils souhaitaient voir transmettre de leur action à la tête ou à l'intérieur d'un service. Donc voilà, cette approche et ces entretiens sont menés comme cela a été recommandé et même comme cela est nécessaire, non pas par un seul historien, mais toujours à deux, de manière à ce que le témoin soit en confiance, ne soit pas écrasé par la présence et par le dialogue avec une seule personne. Il y a donc ainsi un relais qui est pris pour les questions, même si l'un d'entre nous est plus particulièrement chargé de mener l'entretien. Ces entretiens sont en général doubles, c'est-à-dire qu'un second entretien est le plus souvent sollicité, qui est parfois plus riche que le premier, car il permet aux témoins de renouer le fil mémoriel, de se ressouvenir de réponses incomplètes, parfois aussi de corriger, puisque nous ne manquions pas de souligner aux témoins à la fin de l'entretien le nom des autres témoins qui, sur les mêmes sujets, avaient en quelque sorte déposé. Et donc, ça permettait souvent des ajustements lors du deuxième entretien. Ces témoignages donc constituent aujourd'hui une phonothèque très importante. Il y a plus de 350 témoins qui ont accepté de nous confier leurs souvenirs et de répondre à nos questions. Ces témoignages, donc maintenant, quel est leur destin ? Nous avons publié, l'ex-INRP a publié 4 guides
de recherche qui présente la biographie du témoin, qui présente ensuite un découpage de l'entretien avec les grands thèmes abordés. Et donc, ces guides de recherche sont actuellement mis en ligne à Lyon. Par ailleurs, nous avons bien sûr participé à des travaux proprement historiques, des colloques, par exemple sur l'action de Christian Belac, sur toute la biographie d'Alain Savary, pour laquelle l'Éducation nationale a été une fin un petit peu décevante par rapport à l'ensemble de sa carrière et à la personnalité et au rôle qu'il a joué dans l'histoire de France, la décolonisation et des thèmes extrêmement importants pour le roman national, dirons-nous. Donc, nous étions chargés de présenter l'ensemble des témoignages sur l'échec du grand service public d'éducation nationale qui était l'une des propositions du candidat François Mitterrand, et également donc la loi sur l'enseignement supérieur qui a été malgré tout mise en œuvre, même si elle a été corrigée et si des oppositions constantes continuent d'ailleurs de vouloir revenir là encore, à des éléments, à régler les comptes pour certains de mai 68. Mais bon, là aussi, la démographie fait que le combat va cesser faute de combattants. Voilà. Alors, nous avons publié également in extenso des entretiens pour des témoins privilégiés qui nous avaient fait confiance pour toute la série de leur carrière. Le dernier grand ouvrage que nous avons, enfin grand non pas par l'importance, mais par l'intérêt qu'il a présenté pour nous-mêmes et qu'il a suscité, c'est la biographie de René Haby par lui-même, qui doublait l'ouvrage qu'il avait lui-même consacré à sa propre existence et à sa carrière atypique. Et voilà, donc un certain nombre d'ouvrages qui nous appartiennent, plus des participations à des ouvrages comme l'histoire des recteurs ou l'histoire de l'inspection générale. Voilà, en gros, ce qu'ont permis nos recherches et nous espérons qu'elles continueront à inspirer et à être fructueuses. Je termine en exprimant évidemment mon admiration et une pointe de jalousie pour ce que je vois se mettre en œuvre ici même. À l'Éducation nationale, notre recherche n'est qu'un tout petit, peut-être satellite, et encore, en tout cas, ni une étoile, ni un astre, dans la constellation de l'Éducation nationale qui est aujourd'hui probablement le seul ministère sans mémoire, en tout cas sans mémoire orale. Merci de votre attention. Bon, ben ça c'est dit. Hein. Ben, c'est dit, oui. Voilà. Bien, merci Françoise. En tout cas, vous avez raison de dire que l'histoire de l'enseignement supérieur, quel qu'il soit, ou l'histoire de l'éducation, c'est aussi, pour tous ces témoins, l'histoire de la réforme. On ne dit plus les réformes, on dit la réforme. Et on le verra, j'imagine, pendant toute la durée de ce programme. Encore faut-il préciser, et on va le voir avec Florence, que ce dont nous parlons concerne, vous le suggériez tout à l'heure, les 40 dernières années du XXe siècle. Hein, on est bien d'accord. Avant, on parle d'autre chose. Je vais passer la parole et le micro à Florence Descamps, qui est enseignante depuis longtemps à l'école pratique des hautes études, qui a mené, je ne sais pas si c'est encore le cas, toujours ce séminaire assez connu auquel même moi j'ai participé et qui a formé tout un tas de gens aux alentours immédiats des différents comités d'histoire et qui se trouve être par ailleurs vice-présidente de ce même comité d'histoire, donc à plusieurs titres impliqués dans ce futur projet. Florence, à vous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas une spécialiste de l'architecture, ni encore moins une spécialiste de l'enseignement de l'architecture. Et si j'ai été sollicitée, c'est
pour la question des témoignages oraux et des apports des sources orales à un projet de recherche. Je dois dire quand même que j'ai une toute petite expérience de la recherche sur l'architecture, puisque je travaille sur le ministère des Finances et dernièrement sur la construction de Bercy. Et donc j'ai eu l'occasion de voir les sources du concours d'architecture de Bercy, 137 projets qui ont été examinés. Et donc, bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est Chemetov qui a été choisi. Donc c'est très intéressant en ce qui concerne le processus décisionnel. Mais je me suis aussi posé beaucoup de questions sur les architectes, d'une part, qui avaient concouru, et sur ceux qui avaient gagné la compétition, et notamment des interrogations sur leur formation. C'est bien le sujet qui nous rassemble ici, et bien sûr aussi leur trajectoire, avec cette présence notamment du Chili qui m'a beaucoup intéressée. Alors, on l'a déjà dit, il y a pour l'histoire de l'enseignement de l'architecture une très très grande diversité de sources possibles, une grande abondance aussi. J'ai compris qu'elles étaient dispersées, éparpillées, pas toujours bien classées encore, mais des archives administratives, des archives pédagogiques, des sources écrites et manuscrites privées, des cours. Je pense qu'il y a aussi des conférences filmées, enfin je l'imagine. On n'en a pas parlé, on n'a pas tellement parlé des sources audiovisuelles, mais j'imagine qu'il y en a aussi. Et puis bien sûr les sources iconographiques, dont on va sans doute parler après, les dessins, les esquisses, les photos, etc. Alors pour ce qui concerne les témoignages oraux, c'est-à-dire, je le rappelle, la sollicitation rétrospective des acteurs et des témoins de cette histoire de l'enseignement, je pense qu'il y a deux grandes questions. C'est d'abord celle des axes de recherche et de la définition des objectifs d'un tel recueil de récits ou de souvenirs ou d'expériences de la part des acteurs. Donc je vais y revenir. Et la deuxième grande question, et elle est directement liée à la première, c'est celle de la détermination des informateurs privilégiés, pour reprendre le langage des ethnologues, c'est-à-dire finalement qui interroger, sachant que la question de qui interroger, elle est intrinsèquement liée à la question de en vue de quoi, ou pour quel type d'histoire, ou pour quelle recherche, pour quels objectifs. Donc sur cette question des témoins, en réfléchissant comme ça à chaud, il me semble qu'on a trois types d'acteurs témoins potentiels, trois types de populations ou de corpus de témoins: les anciens élèves, les enseignants architectes ou les architectes enseignants, et puis troisième population cible, le personnel administratif, à la fois le personnel central, celui qui est en charge des politiques publiques d'architecture, comme mon voisin par exemple, et puis à l'échelon local, le personnel et l'administration des écoles d'architecture. Il me semble que dans ces témoins, si je réfléchis par rapport à d'autres types d'expériences que j'ai eues, c'est que ces architectes enseignants, ils ont cette spécificité du fait d'avoir été enseignants. Donc ça veut dire qu'ils ont une aisance, une technique de la parole, et avec cet écueil possible, c'est que dans le cadre d'entretien, il ne faudrait peut-être pas qu'il refasse cours, ou il ne faudrait peut-être pas qu'il fasse cours, sauf à l'exception, ou à une seule condition, il pourrait le faire, c'est si précisément on choisissait de travailler sur la restitution rétrospective de leurs cours. Donc vous voyez que déjà, j'oscille entre d'un côté la définition d'un écueil, mais en essaim. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut devenir un objectif de recherche? Alors, d'une manière peut-être plus générale, qu'est-ce qu'on peut espérer attendre d'un corpus de sources orales, sachant que, comme ça a été très bien expliqué précédemment, il y a quand même beaucoup de sources. Certes, il faut les articuler ensemble, mais c'est le propre de l'histoire très contemporaine, c'est qu'on a une très grande abondance de sources pour la recherche. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut escompter, apprendre ou constituer en données ou en informations pour cette histoire de l'enseignement? Alors, je vais me restreindre à la population des architectes enseignants ou des enseignants architectes, puisque je suis partie du point de vue qu'ils avaient tous reçu un enseignement en architecture et que donc ils avaient tous été des anciens élèves, ce qui fait de cette population, si je peux dire, une double cible. Alors j'ai dégagé 4 axes.
Bon, évidemment, ils ne sont en rien exhaustifs. C'est 4 idées qui sont en fait aussi que j'ai pu éprouver dans d'autres campagnes d'archives orales ou d'autres projets de recherche que j'ai pu mener. Alors, premier axe, très classique, c'est bien sûr les itinéraires et les parcours biographiques de ces enseignants. Avec cette spécificité, moi, qui m'a bien intéressée quand j'ai réfléchi, c'est à la fois le public privé et la double activité d'enseignants et de professionnels. Ce n'est pas si fréquent, finalement, peut-être dans le corps enseignant. Bon, bien sûr, il y a les juristes qui ont souvent une double activité, mais bon, j'ai trouvé que c'était intéressant, cette porosité entre public et privé, même si j'ai bien entendu qu'ils étaient des agents publics et que donc ce qu'ils produisaient étaient des archives publiques. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est peut-être ce caractère un peu métissé finalement des sources qu'ils produisent et des travaux qu'ils produisent. Donc restituer leur parcours dans l'espace géographique, parce que j'ai constaté, pour avoir travaillé sur quelques biographies d'architectes, ils étaient très mobiles. Donc leur parcours dans l'espace géographique et bien sûr dans l'espace social, tout en étant très attentif à la façon dont le récit biographique est tricoté et la façon dont les souvenirs, sont mis en récit. Donc à la fois, comment se souvient-on et comment raconte-t-on, bien sûr, sa vie avec tous les écueils ou les difficultés que cela peut souligner. Donc peut-être que l'objectif de ce premier axe, ça pourrait être aussi de faire apparaître une typologie des enseignants architectes. Est-ce que ça peut être intéressant de mettre de constituer de mettre au jour des typologies de parcours. Deuxième axe, c'est le témoin dans son temps et face à son temps. Donc ça, c'est vraiment peut-être l'intérêt ici de l'historienne, c'est-à-dire le témoin pris dans l'événement et dans l'élaboration, bien sûr, de son sens, le sens de l'époque, mais évidemment, nous sommes au présent, puisque nous sommes dans le temps présent, donc l'élaboration de son sens rétrospectivement. Autrement dit, bien tenir les deux fils, le temps de la description et le temps du jugement, le temps du récit et le temps de la réflexivité. Donc ça suppose de s'intéresser aux événements ruptures ou aux événements structurants des 50 dernières années. Il me semble que le défi, l'intérêt, ça pourrait être en effet de collecter, de constituer des matériaux pour construire une chronologie, ou plutôt des chronologies, autrement dit, une périodisation dans lesquelles ces enseignants architectes seraient pris. Alors, il y a 1945 et la reconstruction, qui s'étend jusque dans les années 50, il y a la modernisation des années 60, j'ai compris que mai 68 était une date importante, peut-être autant dans ce qui concerne la législation, que la création des écoles, que surtout de la mythologie que ça a sûrement suscité. Et puis, l'urbanisation des années 70 et la question sociale. Mai 81, bon, ça c'est le tropisme Bercy, pardonnez-moi. J'ai bien vu qu'il y avait des éléments très importants, notamment sur la commande publique, dans le cadre des grands travaux. Et puis, je me suis aussi demandé quel avait été l'impact de la guerre d'Algérie sur les milieux de l'architecture, des écoles d'architecture. Il y a eu des appelés, forcément. Donc, et plus largement, l'impact de la décolonisation. J'ai retenu qu'il y avait eu des écoles d'architecture en Afrique du Nord. Et donc, quelles sont la circulation, finalement, des influences, des projets, des savoirs, des enseignements. Donc là, l'objectif pour ce quatrième axe serait peut-être de faire une histoire politique, économique et sociale des enseignants ou des architectes de l'enseignement de l'architecture, ce qui permet aussi de dégager un effet de génération. Mais la dimension politique me paraît vraiment importante. Elle est très importante pour tous les acteurs de l'histoire du temps présent. Mais c'est vrai que, si j'ai bien compris, après 68, le champ architectural semble avoir été très politisé. Là aussi, je l'ai vu sur Bercy. Et l'architecte, on le sait, est devenu un acteur de la cité et de la vie sociale. Il l'avait sûrement été avant, mais il semble que là, il y a une dimension intéressante. Donc le troisième axe, pour moi, ça serait l'histoire des idées en architecture, avec cette généalogie ou cette anatomie des filiations, des influences, des contagions, des porosités aussi d'une école à l'autre, d'un courant à l'autre, mais aussi d'un pays à l'autre, voire d'un continent à l'autre,
à l'échelle nationale et internationale. Enfin, je terminerai par le quatrième axe. Et ces axes peuvent être sans doute entremêlés, entrecroisés, ou peuvent faire l'objet de programmes différents. Le quatrième axe est peut-être un peu différent, c'est celui des pratiques pédagogiques, avec une focalisation cette fois-ci plutôt sur les outils, les instruments, les pratiques, donc j'allais dire depuis l'équerre et le crayon jusqu'à l'introduction des nouvelles technologies qui forcément changent à la fois les méthodes d'enseignement, mais on sait aussi que l'outil change les contenus. Donc, en fait, une ethnographie, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, une ethnographie des pratiques d'enseignement. Voilà, sachant que dans les pratiques pédagogiques, il faudra peut-être faire une petite parenthèse ou un sous-programme spécifique autour de l'administration aussi. Donc, que ce soit notamment l'administration des écoles, mais pour ça, j'ai bien compris, il y a des sources. Alors, pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long pour qu'il y ait peut-être une discussion avec la salle, c'est que cette réflexion sur les axes de recherche, elle débouche sur une réflexion sur les dispositifs. Quels dispositifs de collecte on met en place, sachant que le dispositif n'est pas le même et la posture non plus n'est pas la même entre un chercheur qui fait sa thèse, c'est le cas d'Éric Langereau par exemple, ou un dispositif de type plus patrimonial, où il n'y a pas forcément une exploitation individuelle derrière. Donc forcément l'impact du dispositif, il y a un impact du dispositif. Donc il me semble qu'il faut réfléchir en même temps qu'on conçoit le programme d'archives orales à un dispositif donc de fabrication d'une part, à un dispositif de recherche et d'exploitation. Souvent les exploitations viennent après la collecte des témoignages oraux, c'est un petit peu ce que vous avez évoqué, mais peut-être qu'on peut aussi prévoir en amont des dispositifs d'exploitation. Évidemment, ça a un impact sur la source. Mais souvent, et là je me réfère tout à fait à l'exposé de Françoise, c'est qu'il faut prévoir le dispositif de conservation d'emblée. Et je pense que là, en effet, visiblement, vous prenez les moyens de votre politique. Un dispositif de conservation qui n'est jamais seulement un dispositif de conservation seulement matériel, mais aussi un dispositif d'accessibilité et donc de vérifiabilité des sources et du croisement des sources entre elles. Ça me semble très important parce que voilà, on sait que les archives orales de l'éducation sont dans les sous-sols de l'ENS. Je pourrais dire que les sources orales du ministère des Finances, 3500 heures, je saurais, d'une certaine manière, je sais où est-ce qu'elles sont localisées dans le bâtiment, mais voilà, le dispositif de conservation, d'accessibilité n'a pas été pensé depuis une dizaine d'années, et donc ça stagne littéralement. Donc je pense que voilà, dispositif de fabrication, dispositif de recherche et d'exploitation, dispositif de conservation et d'accessibilité, j'insiste beaucoup, ça ne suffit pas de verser même dans une institution patrimoniale si on ne prévoit pas le dispositif d'accessibilité, et puis ce qui va avec, bien sûr, le dispositif juridique. Voilà, je vous remercie. Merci Florence. C'est vrai, merci aussi pour tous ces marqueurs méthodologiques qui seront certainement très précieux pour ce programme de recherche, et merci aussi pour tous ces axes, j'imagine, qui seront aussi précieux. Je retiens que, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est aussi très bien que cette démarche, que cette journée d'aujourd'hui soit concomitante avec une autre démarche dont j'ai entendu qu'elle allait arriver bientôt sur l'histoire des écoles d'architecture, et puis cet annuaire dont on parlait tout à l'heure. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une puissance d'action sur ce sujet qui vient juste quand il faut. Et quand il faut, surtout, lorsqu'on vous écoute, c'est que
il y a de nombreux axes de recherche, mais on s'interroge sur le rapport qu'une histoire de l'enseignement de l'architecture pourrait avoir avec une histoire de l'architecture, tout simplement, puisque ce que vous dites, d'une certaine manière, a un spectre aussi large qu'on est en droit de s'interroger sur ce sujet, notamment lorsqu'on interroge nos concitoyens et que la plupart du temps, lorsqu'ils regardent une architecture, lorsqu'ils pratiquent une architecture, qu'ils la critiquent positivement ou négativement, s'interrogent tout de suite sur la formation, comme vous disiez tout à l'heure, sur la formation de l'architecte qui la produit. Quiconque, cultivé en architecture ou pas. Je vais passer la parole à Jean-Louis Violot, qui est professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, qui est un chercheur depuis longtemps dans ce domaine et qui a travaillé aussi beaucoup sur l'enseignement de l'architecture et qui a, je crois, également maintenant une activité critique. Et donc, il serait très intéressant de pouvoir l'entendre sur l'angle d'attaque et les chantiers qu'il a menés jusqu'à présent sur ce sujet. Merci Eric. Justement, j'ai commencé par une anecdote. Alors c'est vrai que des entretiens, j'en ai fait maintenant, peut-être des centaines, oui, ça se chiffre en centaines. J'ai beaucoup aimé l'exercice, j'ai varié mes contingents au fur et à mesure que mes sujets et terrains de recherche évoluaient. Et j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours cet exercice, mais je pense qu'on peut le pratiquer avec le même type d'interlocuteur qu'à un temps donné. Je vais m'expliquer sur cette idée. Alors, je vais commencer par une anecdote. Eric, tu as commencé par dire que, en effet, tu as travaillé au début des années 90 autour de ces questions. Et moi, j'ai travaillé aussi à ce moment-là. Il m'arrivait souvent de croiser des interlocuteurs à qui j'avais demandé la possibilité d'un échange biographique et qui me disaient « Ah, mais il y a déjà quelqu'un qui est passé me voir il y a 1 an, il y a 2 ans, et qui travaille à peu près sur le même sujet que vous, etc. » Et donc, c'était aussi une manière d'engager la conversation, ceci dit, avec lui. Donc, mais moi, je l'ai fait d'une manière plus individuelle, sans l'égide du comité d'histoire du ministère de la Culture. Et dans le cadre d'une thèse et dans le cadre de l'inscription au sein d'une équipe de recherche inscrite dans une école d'architecture. Ça, c'était la première anecdote biographique. La deuxième chose qui me vient à l'esprit en ayant écouté les débats ce matin, ce qu'il faut quand même éviter de faire, c'est une histoire de l'État. Et ça, c'est quand même un biais vers lequel on est intuitivement porté, parce que les sources, ce qui est noté, ce qui est écrit, ce qui reste, ben c'est l'histoire de l'État. Et l'histoire de l'État, c'est pas l'histoire. C'est une version de l'histoire, et l'État ne fait pas tout, et parfois il faut donner justement de la chair et incarner cette histoire de l'État, et c'est là que les archives orales prennent tout leur sens, et les entretiens et les récits de vie en effet. Quand j'ai commencé ce travail, il y avait une part de... Alors, j'hésitais entre être un peu nostalgique, finalement, tout en n'ayant pas vécu, puisque je suis né après, mais on peut très bien être un enfant des années 80 et être nostalgique des années 68. Chacun ses contradictions, c'est aussi un moteur de la recherche. Et donc, il y avait ce rapport ambigu à la période que je m'étais donnée, qui entourait donc les événements de mai 68 lorsque j'ai entamé cette campagne. Cette campagne, c'était des entretiens biographiques, hein, on pourrait les caractériser comme tels. J'ai commencé par les entretiens d'ailleurs, et j'y viendrai juste un peu plus tard pour dire que le rapport entre l'oral et l'écrit est fondamental, et comment ça a pu faire évoluer mon questionnement. J'ai commencé tout à fait consciencieusement par une série d'entretiens exploratoires, puis la préparation d'un guide, duquel j'ai essayé de me dissocier le plus possible lors de la passation de l'entretien, tout en le respectant sans le suivre. Bref, enfin, on ne va pas faire un petit cours de méthodologie, mais sont toujours quelques rappels utiles. Et ces entretiens, l'idée, c'était de les co-construire, toujours, avec mon interlocuteur. L'idée de faire naître une interaction. Ce n'était pas l'idée d'une enquête policière. Et là aussi, c'est un biais dans lequel l'entretien ne doit pas tomber. Il ne s'agit pas de recueillir le petit fait vrai ou la date exacte. Enfin, à mon sens, hein. Il s'agit de co-construire un récit de vie et pas de rechercher donc, le petit fait vrai. En se posant 2 questions. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette personne que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'un homme? Et puis, qu'est-ce qu'il dit, lui, de son époque à travers son discours? Entre sa personne et l'époque qu'il a vécue, qu'il a fécondée, qu'il a accompagnée.
c'est la machine à souvenirs. Et ça, l'entretien est le meilleur échange lorsqu'on l'a réveillé, pour ainsi dire, avec tous les biais de la mémoire, mais ensuite il s'agit justement de les corriger et de travailler là-dessus. Et d'ailleurs, ça peut être très intéressant quand un interlocuteur se trompe, quand il se ment à lui-même. Et c'est très intéressant d'explorer dès lors les raisons pourquoi il trompe et il se trompe. Bref. Donc la machine à souvenirs, elle a été réveillée avec certains interlocuteurs. Je pense à quelqu'un qui est mort toujours trop tôt, mais pour sa part, c'est vrai qu'il est mort jeune. Bernard Huet, avec qui on a ensuite continué d'autres entretiens en plus, je dirais pour le plaisir de l'échange, et puis avec qui j'avais travaillé ensuite à travers des entretiens dans un processus de refonte du programme de l'école de Paris-Belleville, chose que je ne ferai plus jamais aujourd'hui, mais quand on est jeune, on est inconscient, donc on s'engage dans des initiatives parfois un peu risquées. Alors, je pense que vous l'avez bien dit pour commencer, se pose la question du contingent et de l'accès aux témoins. Elle va se poser inévitablement dans le cadre de nos travaux. L'importance du travail préalable. On n'y reviendra pas, tout savoir, enfin, savoir le plus de choses possible de son interlocuteur avant de le rencontrer, c'est une évidence. Et il y a inévitablement une interaction qui se joue autour du test. La personne que vous avez en face de vous se dit « mais qu'est-ce qu'il sait de moi ? Et jusqu'où je peux aller ?» Et dès lors, en effet, intuitivement et implicitement, lui montrer que vous en savez le plus possible le fera aller le plus loin possible. C'est une sorte de bon sens. Et puis aussi, je pense que, mais ça c'est une opinion que j'ai pu mettre à l'épreuve à travers les entretiens que j'ai pu mener, je pense que la jeunesse a un avantage dans ce cas-là. Je veux dire, la personne qui est jeune et qui fait passer un entretien biographique à quelqu'un qui est âgé et qui revient sur son passé a plusieurs cartes dans sa manche. Je pense que la personne âgée se dit aussi, cette jeune personne, finalement, elle en sait beaucoup sur moi. Il y a une sorte de petite lueur qui s'éclaire. Comment se fait-il que ce frais émoulu, finalement, s'intéresse et revienne là-dessus ? Je pense qu'une campagne d'entretien n'est plus réalisable à partir d'un certain âge pour l'intervieweur. Bientôt la retraite pour moi, absolument. Bon, il y a aussi les effets, vous en avez parlé, les effets de champ et la manière dont on s'immerge dans un monde dont on prétend faire l'histoire ou cartographier les positions. Et je me souviens très bien que dans ma campagne d'entretien, j'ai eu un point de bascule où, à cause de plusieurs raisons que je peux rationaliser a posteriori, parce que certains, qui sont d'ailleurs dans cette salle, ont refusé de se voir historicisés, comme ils m'ont dit, se sentant trop jeunes pour livrer leurs souvenirs. C'est une modalité. L'autre effet, donc j'y reviens, c'est l'effet de champ, c'est-à-dire lorsqu'on est impliqué dans une initiative, alors qu'elle soit officielle ou semi-officielle, que ce soit un laboratoire de recherche ou un programme de recherche, c'est se voir assimilé un peu grossièrement à une tendance, à une initiative que soi-même on refuse d'accompagner. Ça m'est arrivé aussi. Également, lorsqu'on travaille sur un moment comme 68, et là ça recoupe une évidence, avec son passé, tout le monde a des comptes à régler. Donc dès lors, refuser un entretien parce qu'on refuse ce qui est devenu ce passé dans la mémoire collective. Bon, je pense qu'il y a, d'une manière générale, il faut une certaine fraîcheur pour faire une campagne d'entretien. Une fraîcheur intellectuelle et une fraîcheur sociologique, d'une certaine manière. Vous parliez d'expérience, mais je parlerai aussi de fraîcheur. Voilà. Pour en venir à cette série d'entretiens, cette fraîcheur, donc j'ai eu le sentiment de la perdre, et je m'en souviens assez bien, au moment où j'ai voulu avoir raison sur les raisons de mes interlocuteurs.
où j'ai commencé à vraiment maîtriser ma période, mon sujet, et où j'ai voulu éviter par avance les biais de la mémoire, justement, à travers l'échange. Et là, je sentais très bien que j'étais en train de rater mes entretiens. C'est absolument pas l'enjeu. Il ne s'agit surtout pas de contredire son interlocuteur. Il s'agit de le relancer, de le prolonger, de lui montrer qu'on sait des choses. Et là, cette envie-là m'est passée par l'esprit, et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'interroger des gens sur cette période. Pas arrêter de faire des entretiens, parce que j'en ai fait sur d'autres terrains, sur d'autres sujets. Mais sur cette période de 68 et de l'école des Beaux-Arts, il était temps d'arrêter. Et si j'en suis arrivé à ce point de bascule, et j'y viens, c'est parce que les archives écrites, pour le coup, se sont ouvertes. Et là, je me suis aperçu qu'on m'avait quand même raconté beaucoup d'histoires, au pluriel, sur ce grand moment de 68. Et que de 62 à 68, grosso modo, la messe était dite, si on se référait aux traces écrites. Et c'est là, justement, où les deux jambes doivent se compléter et se corriger l'une l'autre. Puisque les décrets de la réforme étaient prêts à la signature en avril 68. Donc dès lors, on peut se dire, mais si les événements ont éclaté en mai, ça veut dire que, pour ainsi dire, les événements de mai 68 auraient ralenti la réforme jusqu'en décembre 68, décret Malraux, création des UP, et que finalement, si c'était prêt à la signature en avril, avec tout ce qui s'est passé dans le mois qui a suivi, bon. Donc là, il était temps d'arrêter justement de faire des entretiens, mais les sources écrites sont venues à ce moment-là, en 98, alors j'avais commencé ma thèse 3-4 ans plus tôt, puisque les 30 ans avaient sauté, le verrouillage des 30 ans, et donc j'avais pu consulter les cartons. Pour revenir à quelques idées fortes qui m'ont animé dans ce travail, ce qui compte justement quand on s'intéresse à un événement fondateur, et vous l'avez bien souligné, il faut s'intéresser à des moments clés, des moments de bascule où les acteurs sont sommés de prendre position par la force des événements, par la force des recompositions à l'œuvre. Et on voit très bien les stratégies se dessiner et donc les trajectoires et les positions s'affirmer. Ce qui compte, c'est la communauté affective qui peut naître d'une campagne d'entretien. Ce qui compte, c'est la fameuse définition de la mémoire collective de Maurice Alvax. Si je me souviens, c'est que je m'appuie sur la mémoire des autres. C'est la mémoire collective. Et en fait, c'est la mémoire collective d'une génération qu'on cherche à cerner à travers une campagne d'entretien. Et ce qui compte aussi, c'est que ce temps soit vécu qualitativement et pas forcément quantitativement. C'est-à-dire à travers les témoignages oraux, le récit de vie, les souvenirs, la manière dont les sentiments arrivent et dépassent justement l'analyse rationnelle, puisque lorsqu'on la confronte à des décrets prêts à la signature en avril 68, alors il ne s'est rien passé en mai 68, mais si, il s'est passé tout un tas de choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ce souvenir-là écrase la froideur finalement d'autres données. Voilà, donc je pense qu'il faut être perplexe, inquiet et assez modeste lorsqu'on fait des entretiens, et que dès lors qu'on commence à avoir des idées assez arrêtées sur la chose, il s'agit justement de passer à un autre terrain, un autre sujet, à une autre période. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, et c'est très juste, et ça je m'en suis aperçu à maintes reprises. Ce sont des enseignants, ce sont des architectes, et on sait très bien que les concours publics sont basés sur des présentations, étaient en tout cas, mais le reste et les réunions publiques sont basés sur des oraux, sur la capacité à s'exprimer à l'oral. Et on a vraiment affaire à des gens qui ont un discours très construit, très constitué, et une habitude de l'oralité. Et ça, c'est vraiment un élément qu'il faut sans cesse avoir à l'esprit. Des gens également qui sont des personnes publiques pour certaines. Je pense que mon entretien le plus raté a été fait avec celui qui a eu le rôle politique le plus affirmé sur cette période, et c'est Roland Castro. C'était un entretien particulièrement raté que j'ai fait avec lui parce que c'était impossible de casser le récit qu'il a lui-même été conduit à construire à maintes occasions. Il a écrit des autobiographies, enfin bon, c'était rodé, ça servait à rien de faire un entretien avec lui, il suffisait de lire des livres qu'il a pu publier. Et donc, je reviens aussi, l'enseignement du projet, aussi, c'est un enseignement oral, et d'ailleurs, ça s'est posé sur la question des sources, et donc, ce sont des témoins qui sont particulièrement habitués à cet exercice. Travailler sur des événements, c'est aussi travailler sur un attracteur mémotechnique,
et qui, je vous rejoins tout à fait, 45, 68, il y a des dates, 81, évidemment. Ces dates sont clés et ce sont des attracteurs qui réveillent la mémoire. Et c'est une excellente méthode que de commencer par là, d'une certaine manière. Voilà, je terminerai en disant qu'il y a, à mon avis, et on en a un peu parlé hier soir, et c'est un biais à soulever, enfin c'est un élément à prendre en compte dans une campagne d'entretien. Donc 68 est un grand attracteur mémotechnique. Alors, on a toujours un problème avec la manière dont les décennies s'empilent et les générations se succèdent. Bon, j'ai été surpris de voir dans des articles en public que je faisais dorénavant partie de la génération du baby-boom, puisque maintenant c'est 74 à la limite, alors que durant mes études au collège et au lycée, on me parlait des baby-boomers comme mes largement aînés. Donc tout ça est très mouvant. Ouais. Et quand j'ai fait ce travail il y a maintenant 25 ans, un peu plus de 20 ans, je l'ai entamé avec des gens qui, en effet, étaient dans une phase de vieillissement social et de vieillissement biologique, et qui donc étaient plutôt portés à revenir sur cette période et à raviver leurs souvenirs. Mais je dirais que la plupart sont encore parmi nous. La durée de vie s'est allongée. 25 années ont passé, mais il n'est jamais trop tard pour entamer cette campagne d'entretien d'archives orales et de la systématiser. À ce titre, d'ailleurs, Eric, il y a eu, sous ta direction au BRA, une excellente campagne menée par Sabine Efos sur les villes nouvelles, et c'est archivé en PDF, nickel, sur le site du CDU, on peut recouper par mots-clés, etc. Pour moi, c'est une excellente base de départ. Et il y a eu un travail aussi, dont on n'a pas parlé, d'Agnès Calu sur les historiens mai 68, que j'avais beaucoup apprécié. Alors, je reviens au fil de ce que je voulais dire, et je pense que ça reste encore aujourd'hui un élément à prendre en compte, c'est l'incertitude fondamentale sur la valeur de ce qui a été fait dans les lieux d'enseignement depuis 68. D'une certaine manière, c'est est-ce qu'on a bien fait de tuer l'école des beaux-arts? Et c'est vraiment un serpent de mer que j'ai retiré de ces entretiens. C'est un double discours, c'est-à-dire les gens disent oui, nous avons fait évoluer, l'école était morte, il fallait la faire évoluer, etc. Et puis en même temps, je sentais comme un truc souterrain qui disait ah mais vous n'avez pas eu la chance de connaître cette école des beaux-arts déliquescente, si folklorique, si ouverte à toutes les initiatives, si vivante après tout, etc. Donc on balance toujours entre les deux éléments, et si il y a en effet eu peu d'histoire, Anne-Marie le rappelait ce matin, de l'enseignement depuis maintenant un demi-siècle, parce que aujourd'hui ça fait un demi-siècle, faut pas l'oublier, alors que dans d'autres pays étrangers, il y a eu énormément de travaux autour de ces questions, de l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Je pense que c'est lié à ce phénomène-là. Il y a une incertitude fondamentale qui reste, mais qui est productive. Hein. C'est bien que les gens se posent des questions. Oui, c'est fécond, mais il y a une incertitude fondamentale. Merci Jean-Louis pour ce témoignage de chercheur et tous ces éclairages dont on voit bien que à la citation des différentes personnes, Sabine Efos, Agnès Calu, etc., on voit bien que c'est à graviter tout autour des différents comités d'histoire que ces travaux peuvent aussi avoir lieu. Et ça, je pense que, notamment, par exemple, le comité d'histoire du ministère de l'équipement, qui n'existe plus, enfin le ministère de l'aménagement, je ne sais plus comment il s'appelle, développement durable, etc. Il y a des collaborations entre comités d'histoire. Ces collaborations sont fructueuses. Et je pense que pour un programme comme celui-ci qui démarre, il est important de savoir que un des objectifs de ces comités d'histoire, c'est d'entretenir avec la communauté universitaire, enfin les chercheurs, une relation très particulière et de liberté, mais aussi d'accompagnement, de soutien. Et ça, c'est des choses assez rares. C'est pour ça que j'insiste sur ce sujet. Et en même temps, je regarde l'heure et je ne voudrais pas empiéter sur la table ronde de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous qu'on puisse... Là, je vois dans le noir une personne qui lève le doigt de manière insistante. Peut-être elle peut avoir un micro ou alors parler très fort. Je voulais poser une question technique, un peu. Comment on peut exploiter une archive orale sans la transcrire et la transformer en archive écrite?
et quel peut être le lien entre les fonds d'archives orales et à partir du moment où il y a transcription, peut-être avec un fonds d'archives. J'avais, excusez-moi, juste une deuxième toute petite question sur les archives filmées. Et est-ce qu'elles ne pouvaient pas intégrer le fonds des archives orales, ou si on prend que la bande-son? Enfin voilà, c'était pour savoir quoi faire avec ce matériel. Merci. Alors je vais commencer par la seconde, parce qu'elle est plus facile que la première. Bon, aujourd'hui, la pratique du filmage se répand. Donc on parle aujourd'hui d'enregistrement sonore ou d'enregistrement filmé. Donc les archives orales, d'une certaine manière, peuvent être archives orales sonores ou archives orales filmées. La pratique du filmage, elle progresse parce que les institutions le demandent, lorsque c'est une institution qui passe, entre guillemets, commande d'une campagne d'entretien, mais elle progresse aussi dans les laboratoires de recherche. Et il faudra savoir manier les deux techniques. Donc, et les deux formats, sans doute. Moi, ce que je suggère, c'est qu'il n'y ait pas de règle générale et que, en fait, la caméra, quand on décide de l'introduire, on l'introduise non pas parce que ça fait mode ou parce qu'on rêve d'un documentaire d'exploitation, mais on le fait parce qu'on a des objectifs scientifiques. Par exemple, filmer des cartes ou filmer des maquettes, ça a un sens. Si c'est expliqué par un architecte, par exemple. Mais filmer pour filmer, on sait très bien qu'il y a des biais et des effets à l'introduction de la caméra. Et donc, si on le fait, il faut le faire en connaissance de cause, en ayant aussi le désir d'analyser, en fait, les effets produits par la caméra. On sait aussi que l'entretien purement sonore est plus propice aux aspects conversationnels de l'entretien. Mais bon, il faut aussi vivre avec son temps et tous les outils peuvent être utilisés. Tout dépend de la réflexivité et du regard critique qu'on porte sur l'instrument qu'on utilise. Un magnétophone tout petit, bien sûr, ça s'oublie. Un petit complément, Jean-Louis. En tant que chercheur, je préfère de loin une retranscription écrite sous forme de PDF sur laquelle je peux, à ma guise, tailler, faire des recoupements, etc. C'est moins cher. De filmer. Si c'est moins cher, un petit complément. Voilà. C'est moins cher plutôt que de faire une retranscription. La formule idéale, c'est les deux, mais en fait, le film empêche souvent de... Sur la question de l'écrit et de l'exploitation par écrit, c'est une très bonne question, à tel point qu'on pourrait se demander si les chercheurs en France utilisent des archives orales, puisqu'ils s'empressent d'en faire des transcriptions écrites. Donc, dans l'école de Columbia, l'école d'histoire orale à Columbia, la question avait été réglée. L'histoire orale anglo-saxonne est écrite, puisqu'elle transcrit systématiquement. Alors, aujourd'hui, on peut avoir la transcription et le son, voire l'image. Donc, on peut utiliser les trois médias mélangés, si je puis dire. Mais en ce qui concerne l'exploitation aujourd'hui sous forme scientifique, ici, on parle de recherche. On ne sait pas faire encore véritablement sans en passer par l'écrit. Parce que nos modes de restitution scientifique et de connaissances passent par l'écrit. Si, en revanche, on décide d'avoir une exploitation de type culturel ou pédagogique, on peut très bien diffuser des entretiens dans une salle collective, ici, faire un cours avec des entretiens sonores ou filmés, de même que dans une exposition, vous pouvez utiliser des douches sonores, des bornes sonores, etc. Donc je dirais que c'est les exploitations scientifiques qui aujourd'hui en passent par l'écrit, sachant qu'on voit de plus en plus quand même dans les thèses le DVD qui rassemble tous les entretiens qui ont été menés. Donc on voit bien que le son arrive, ou l'oral arrive. En fait, c'est le son qui arrive progressivement. Mais scientifiquement, on ne sait pas encore, produire une thèse sans l'avoir écrite.